Les élections, la politique, ce qui ne nous convient pas, et on va parler de poésie. Ça va changer un petit peu. Ce sera ça le changement. Oui. Non. D'accord, oui, on va changer l'humour. Ah oui. Permettez-moi d'abord de vous adresser un grand merci de vous être déplacé. Ça n'était pas évident, et je vous remercie encore. Il y a beaucoup, tous mes amis sont là, voisins, connaissances, et quelques personnes nouvelles que je ne connais pas, à qui je vais devoir me présenter. André de Hesdin. J'ouvre une parenthèse, parce que Hesdin présente un caractère particulier. C'est une belle petite ville du Pas-de-Calais. Et alors elle a connu des malheurs, elle a été complètement détruite par les troupes de Charles Quint, en 1550. Et alors, chose curieuse, c'est pas nouveau, parce qu'il y a des quantités de villes qui ont été détruites, mais celle-ci a été reconstruite, chose curieuse, à 6 km d'où elle était. Il n'y a que quelques cas en France, dans cet état-là. Et il y en a même une dans les Alpes-Maritimes. Si vous allez de Menton à Sospel, vous passez à Castillon. Et à Castillon, vous avez un village qui a été reconstruit vers 1860 et qui est tout refait en pierre de taille, et c'est vraiment un petit bijou. Je dis ça, je ferme la parenthèse. Terminé. Bon, alors, je vous alors, André de Hesdin, parisien, francilien, depuis ma jeunesse. Mais, Vansois, depuis plus de 30 ans. Déjà pas mal. Et surtout, poète, depuis toujours. Et ça continue, et ça continue. J'écris tous les jours, et j'écris même la nuit. Je pense que c'est une maladie incurable, mais bien agréable. Toute notre inspiration. Alors, je pense aussi à Victor Hugo, qui a écrit la poésie d'un... Excusez-moi, j'ai quelques petits problèmes. Alors, je voulais dire que ça m'a permis d'accumuler évidemment des quantités aussi de recueils, de poèmes, de textes, d'articles en tout genre. Hein? Et en dehors de ça, Victor Hugo disait « La poésie est un monde qui habite l'homme ». Très belle phrase. La poésie est un monde qui habite l'homme. Alors, c'est évidemment valable pour lui, qui était un monument de la littérature, mais malgré tout, néanmoins, on peut on peut s'appliquer aussi, toute proportion gardée, à ceux et celles qui écrivent depuis longtemps et qui ont aussi acquis mentalement tout un monde d'idées, en tout genre. Je pense aussi à Albert Camus, prix d'Abel 57, prix de littérature 57. Il disait aussi, lui, « Ma patrie, c'est la langue française. » Super. Ma patrie, c'est la langue française. Alors, là, c'est pareil. On peut apprécier une belle formule qui permet d'apprécier toutes les personnes qui aiment écrire de belle façon. Car nous possédons là une immense richesse, des dizaines de milliers de mots et d'expressions qui nous permettent, dans lesquels nous puisons et dans lesquels nous pouvons trouver exprimer toutes les subtilités, toutes les nuances de la langue française et de la pensée. Voilà. Ceci dit, comment vais-je procéder? Eh bien, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de recueils, je ne peux même plus les compter, et j'ai prélevé ici et là quelques poèmes, de façon à ce que ce petit récital soit assez varié, qu'on touche à différents sujets. Voilà. Je vais donc commencer par le premier recueil qui s'appelle l'aventure d'écrire. L'aventure d'écrire. C'est important, l'aventure d'écrire. Et j'ai choisi le poète. Le poète. Vous me direz que le titre n'est pas très original, étant donné mais c'est le mieux pour présenter, pour ouvrir cette séance. Voilà. Alors, le poète. Le poète, il est né il y a très longtemps, peut-être même avant. La lune l'a bercé pendant de longues nuits, puis sont venues les muses pour s'occuper de lui. Le poète a grandi en écoutant les gens, en traversant la vie. Le temps lui
lui apprenait à capter l'essentiel, à butiner les mots pour en faire du miel. Le poète a souffert en voyant la misère, la violence et les guerres. Néanmoins, il s'est dit, car il avait ce don, qu'en tout homme il y a quelque chose de bon. Alors il s'est adressé à leurs fibres sensibles. Et le monde a compris son humaine chanson, et certains, l'écoutant, en ont eu des frissons. Le poète est toujours un être passionné, un fin regard attentionné. Il ressent, il pressent ce que chacun veut dire, mais sa vie, mais sa joie, c'est bien sûr de l'écrire. Un jour, il décida de ne mourir jamais. C'est pourquoi désormais, malgré ce qui se passe et qui souvent empile, le poète est toujours prêt à penser sa lyre. Le poète est toujours prêt à penser sa lyre. Voilà. Très bien, bravo. Alors, que va devenir ce poète? Que va devenir ce poète? S'il a de la chance, il va devenir votre ami. Deuxième titre, demain, votre ami. Un poème où vous entrez bien, d'un œil surpris, pas trop pressé d'en finir de passer à l'autre, ça peut s'expliquer simplement. Parce qu'il fut vêtu vraiment, mûri profond, écrit d'amour. Un tel poème, écoutez-le, dans le moelleux d'une soirée, par un clair d'âme, auprès d'un feu. Un tel poème, il en est peu, mais quand pénètrent les paroles jusque ça le redire encore, c'est que l'auteur a pas de loup, a ce soutien rentrez chez vous jusqu'au tréfonds de votre attente. C'est que demain, il espérait, par la magie de parler vrai, il va devenir votre ami. Voilà. Bon, maintenant, c'est un peu plus intimiste. Faut imaginer, vous êtes chez vous un soir, vous n'avez pas envie de regarder la télé. Et alors, j'ai appelé ça drogue douce. C'est un peu le même thème, enfin, vous allez voir. Une lampe, un fauteuil, et tout autour, la nuit feutrée. Le chat qui dort auprès du feu. Au milieu de ce chaud silence, on prend un livre, peut-être de poèmes, et bientôt, ce sont eux qui nous prennent. Car lentement les vers, très finement les mots, vont doucement s'insinuer, nous infuser leur densité. Et voici notre tête qui tombe à la renverse, notre main qui retient cette page si belle. Un faux sommeil, bien sûr, une pause au contraire, tout en nous qui s'éclaire. L'auteur qui continue d'imprimer son sillage sur notre cœur ému, sur le soyeux de l'âme. Oh, la délectation, poète, que ta drogue, quand les dieux te confient un peu de l'art d'écrire. Oui, peut-être un instant de bon sens, de bien-être, en lisant des poèmes. Voilà. Alors celui-là, je devrais vous le dire en dernier, mais il est dans le thème, là, je suis obligé de le dire maintenant. Les écrivains du soir, le soir évidemment du soir de la vie, comme moi. Les écrivains du soir ont fait tant de voyages à travers tous les âges qu'ils sont devenus sages. Étant allés au bout, ils ont appris le goût de la vie et de tout. Vieux marins littéraires, de chaque itinéraire, ils ont su bien extraire tout le sel et le miel, l'important, l'essentiel, sur la terre et au ciel. Les écrivains du soir ont appris à écrire, à comprendre, à sourire. Ils ont fait de leur mieux. C'étaient des ambitieux, pour n'être jamais vieux, pour servir de repère, de gourou, de grand frère, ou qui sait, de critères. Les écrivains du soir vivent dans cet espoir que vous viendrez les voir au bout de leur voyage, car ils ont tous les âges, ce sont leurs avantages. Venez, nombreux de mains, ils vous tendent les mains le soir, les écrivains. Voilà. Bon, maintenant on va changer un autre recueil. Là, c'est l'appel des ailleurs, c'est-à-dire les voyages. Beaucoup parmi vous ont voyagé, beaucoup en ont conçu une très grande envie et envie de repartir. Mais enfin, peu importe, chacun a vécu cette vie. Voilà. Alors, quand retentit l'appel? Quand retentit l'appel? C'est tout à fait autre chose. Hein.
N'entends-tu pas qu'il faut partir? Jamais l'instinct n'a su mentir. Rester serait s'anéantir. Tout crie en nous qu'il faut qu'on parte. De nos jours creux que l'on s'écarte. Tant de magie là-dedans la carte. Alors fuyons avant l'hiver, qui va blanchir tout notre hier, puisque là-bas attend la mer, prête à offrir ses champs de rêve, ses sillons bleus ourlés de grève, sous la lune qui les soulève. Nous, accoudés au bastingage, le ciel ocrant nos blancs visages, découvrirons d'autres rivages, des Eldorado merveilleux, comme ont connurent nos aïeux, dont l'or éblouira les yeux. Oui, nous accosterons où n'existe aucun port, dans un lagon soyeux où le soleil s'endort, après que le déluge aura noyé la mort. Tu dis que délirant j'invente des appâts, que je devrais poser lunettes et compas, que d'aussi purs pays au loin n'existe pas. Pourtant là sous mon front, perché dans la mâture, ma foi, pour les trouver, bravera l'aventure, puis te les offrira mieux qu'en littérature. Alors partons sans tarder vers ces magiques plages, où l'oubli balayera le sable de nos âges. Nous reviendrons au temps des enfances sauvages. Allons, l'heure n'est plus à perdre une seconde. Quand l'appel retentit, il faut qu'on lui réponde. S'ouvrons-nous jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. Alors évidemment, en voyageant beaucoup, on a l'occasion de découvrir beaucoup de monuments. Alors, il y en a partout, dans tous les continents. Alors là, j'en ai sélectionné quelques-uns. J'ai évoqué surtout quelques-uns. Admirez comme. Admirez comme elle a de fins bijoux, depuis que l'homme, avec un soin jaloux, lui a fait don, et elle en est très fière, d'œuvres de goût qu'il tailla dans la pierre. D'ailleurs, la terre aime depuis toujours tous les cadeaux de ses anciens amours, tant il est vrai qu'en tout lieu la coquette vous les fait voir à la moindre requête. Demandez-lui ses souvenirs, elle exhibera ses menhirs, ses trois gros cabochons d'Égypte, sertis d'un dieu en fond de crypte, puis un coffret de marbre pur, sur Acropole et fond d'azur, Parthénon évidemment, un bel anneau, le Colisée, chasse à Paris, fleur d'Elysée, Sainte-Chapelle, un gemme bleu sur Marmara, Sainte-Sophie, en arabesque un Alhambra, pour collier la Grande Muraille, en diadème le Versailles, Kyoto, Pékin, la Corne d'Or, le Taj Mahal, que sais-je encore, que de bijoux. Admirez comme, orfèvre en tout, admirez l'homme, que de bijoux. Admirez comme, orfèvre tout, admirez l'homme, qui a fait tous ces merveilles partout, aux quatre coins du monde. Voilà, admirez comme. Ouais, bah, ça va plus vite que prévu. Maintenant, il y a ceux qui n'ont pas de chance et qui ne sont pas partis. Alors évidemment, là, ils ne sont pas gays, hein, ceux qui n'ont pas voyagé. Alors j'ai écrit amertume. Ouais. Restez à quai, nous, le cœur morne, l'œil embué, l'envie au flanc, avons suivi le bateau blanc, partons vers l'horizon sans borne. Là-bas, où le rêve imagine qu'au-delà de ce lointain flou, apparaît un monde moins fou dans une aura de cornaline. Ô passagers, quelle pâture, quelle promesse de butin que tous ces merveilleux matins où vous humérez l'aventure. Ces forts parfums qu'on les escale, ports inconnus, gens étrangers, pimentés de quelques dangers dont l'âme après emplit ses cales. Burinés par le sel des vagues, vont de ponant et vont debout, vos yeux ramèneront de tout d'avoir creusé comme des dragues. Vous reviendrez de ces tempêtes, évocateurs, tandis que nous pleurerons sur nos genoux au long récit de vos conquêtes. Merci. Alors, il y a ceux qui rêvent. Il y a ceux qui rêvent. On a besoin de rêver aussi. Même si on ne part pas, on peut rêver. Et moi, j'ai souvent rêvé à ces désirades. Les désirades sont des îles, hein, imaginaires. Les petites îles où nichent nos rêves ont su se sauver de tous nos tourments.
loin des continents où l'on doit lutter, sans trouver la joie que le cœur attend. Elles sont parties vivre une autre vie, se faire épouser par des alizés, savourer sans fin tout ce chaud, ce bleu, habillées d'un rien, d'un ruban de sable, de 3 cocotiers au bord d'un lagon. Elles sont là-bas dans l'insouciance, à bénir cette eau qui lèche leur sens. Elles ne font rien que plaire au soleil, sourire aux voiliers, aux oiseaux qui planent. Elles voudraient bien que tout continue et de se pâmer chaque nuit venue dans l'air parfumé qui les fait frémir amoureusement sous l'éclair de lune. Ces petites îles dansant au lointain, gardons-les ainsi, idéalisées, balayées de corail, juponnées de jade, car comment rêver sans ces désirables, car comment rêver sans ces désirables. Voilà. Ah oui, on est en plein voyage, là, on est en plein voyage. Et j'ai pensé qu'on n'a pas besoin d'aller si loin non plus, parce que il existe une cité très intéressante qui s'appelle Vence. Alors là, j'ai écrit ça il y a longtemps, et tous les maires l'ont eu dans leur bureau. Il doit certainement être affiché à la mairie. Ah, j'appelais ça Pays de Vence. Lui, c'est n'importe qui, c'est vous, c'est moi, c'est... Lui qui venait de loin, d'ailleurs, et cherchait terre où se poser, il questionna beaucoup de vent, interrogea bien des oiseaux. Dites-moi, gentil voyageur, connaissez-vous un doux pays? Alors un maire l'attentionné, tout en chantant lui répondit, aimeriez-vous que votre nid se cache où fleurit l'oranger? Oh, dis-moi, Jean, subtil tentateur, où se trouvent de tels vergers? Mais se posait un rouge-gorge qui apportait du mimosa. Voici l'or qu'on découvre en bas. Ah, le monsieur n'en revenait pas. Et toi, colombe aux yeux si bons, d'où te vient ce brin d'olivier? D'un lieu béni, mon beau seigneur. Rien n'est plus beau dans les ailleurs. Et des pinsons ont élu dire qu'on bas-vivaient milliers de fleurs. Que chaque pluie, bue par les monts, ressuscitait dans des fontaines. Des moineaux comptaient qu'avant Rome, ici déjà prospérait l'homme. Que des baous barraient les vents pour que la mer dorme tranquille. Qu'une cité levée en rond se chauffait là sous le soleil. Mais quel est ce petit Éden dont je rêvais depuis toujours? Il attendait la confidence. Tous ont crié « Pays de Vence! Pays de Vence !» Voilà, donc on quitte les voyages, on va revenir à l'homme. Portons l'homme. L'homme, un univers. Ça, c'est le titre. L'homme, un univers. Ça, c'est un petit dialogue. C'est tout à fait autre chose. Toujours en vert, quand même, malgré tout. Hein. Oui, ça, c'est une déformation. Donc je suis obligé d'écrire en vert. Dites-nous donc, dites-nous comme le bon Dieu a fabriqué l'homme. Combien de péchés capitaux, de bons instincts ou de défauts. Allez donc écrire une histoire d'un être aussi contradictoire. Mais précisez, a-t-il des torts? Démontez-nous tous ses ressorts. Bien ardu de n'être arbitraire, tant il est ça et son contraire. Compliqué, complexe, ambigu, il reste au fond très imprévu. Oui, mais enfin, il a des constantes, des façons d'être persistantes. Chacun sait qu'il a dans le sang un égoïsme envahissant, une violence sous-jacente, une suffisance agaçante. Que voilà des propos tranchants. N'a-t-il pas quelques bons penchants? Assurément, oui, soyons justes. Parfois du courage et du cœur, du dévouement, de la grandeur. Pétri de miel et puis de fange, de midi à des moitiés d'archange, voyez, serait futilité de nier sa dualité. Échappant à tout théorème, l'homme déborde de lui-même. D'ailleurs, il n'est jamais figé. Pas de bronze ont interrigé. Car à chaque âge, il évolue. L'image qu'hier aviez lu, qui vous semblait un bon cliché, n'était qu'un aspect approché. L'homme, au fond, toujours nous désarme. Ne serait-ce un peu là son charme? Bien plus dans ce qu'il n'y paraît, nul n'en fait un juste portrait. D'ailleurs, poussière au creux du monde, il pèse à peine en cette ronde, mais pour nous ne comprenons rien à l'au-delà du sol terrien, ce petit grain d'intelligence, ce court instant dans l'émergence,
c'est déjà multiple et divers, un microscope, un univers. Mais oui, l'homme, c'est déjà multiple et divers, un microcosme, un univers. L'homme, très important, l'homme. Voilà. Vous entendez bien dans le fond? Vous entendez? Tout le monde entend? Oui, je ne sais pas si j'ai assez de voix pour... Alors, il y a encore autre chose. Quand on parle des hommes, quelquefois on se comporte mal. On juge les gens rapidement, on dit celui-là ne me plaît pas. Alors je pense que c'est un peu exagéré. Alors je me suis inscrit en faux contre cette attitude un peu trop négative. Et j'ai appelé ça quel qu'il soit. Il est important celui-là, c'est un de ceux qu'on me redemande souvent, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, ne te moque pas d'un homme. Et même si tu penses qu'il vient d'ailleurs, ou qu'il n'est pas de ta couleur, mal habillé, peu expansif, apparemment très différent des gens que tu fréquentes, dis-toi toujours qu'il a, ici ou là, quelque chose de plus que toi. Peut-être sait-il jouer de l'harmonica, peut-être a-t-il le don de dessiner, de te battre à la course à pied, aux échecs, en informatique. Sais-tu s'il n'a pas les doigts verts pour jardiner, une belle et juste voix pour chanter? Tu vois, ce serait une erreur que de mésestimer quelqu'un. Et même, s'il ne t'impressionne pas plus que cela, ne te moque pas, ne te moque pas. Qui sait si sa mémoire n'est pas supérieure à la tienne, ou son oreille pour retenir une chanson. Qui sait si son cœur n'est pas plus chaud, plus grand que le tien, pour ses enfants, pour ses parents. Tu vois, que sous son apparence, que sous sa différence, il se cache presque à coup sûr un atout que ton jeu n'avait pas, que ton jeu ne soupçonnait pas. Alors ne te moque pas d'un homme, quel qu'il soit. Voilà. Là, quand on a la chance aussi, dans la vie, c'est quand on trouve un ami, un très bon ami. C'est important. Alors j'ai écrit un ami c'est beaucoup. Un ami c'est beaucoup. Vous le savez tous. Un ami c'est beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit. Souvent nos beaux moments, c'est à lui qu'on les doit. Le moral s'en ressent. La vie a plus de goût. Car avec un ami, on peut parler de tout. Il a de nos désirs une intuition précise. Et il va au-devant avant qu'on le lui dise. Ce sont déjà deux voix qui se comprennent bien, qui savent dépasser le banal quotidien pour aller plus profond, pour aller bien plus loin. Ce sont aussi ces des repas chez lui, chez moi, le plaisir de trinquer à propos de n'importe quoi, puisque se voir et rire est toujours notre loi. C'est aussi de partir pour les mêmes voyages, de revenir chargé de photos et d'images, et d'engranger ainsi de précieux souvenirs qui vont pendant longtemps nous resservir. L'amitié, c'est vraiment un très beau sentiment. Ce sont deux connivences, tout un passé de confidence, des regards chaleureux, puisque chacun se sent heureux. Et puis ça se mesure autant que dure cette chaude aventure. Un ami, on le voit, un ami c'est beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit. Un ami, on le voit, un ami c'est beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit. Voilà. Alors, on va changer de thème. L'homme ne se comporte pas toujours aussi gentiment, mais aussi bien. Et plutôt là, je l'ai classé en face du siècle, en face de l'histoire. Là, on remonte très loin, là. Il est court, mais il est profond. Dérision. Dérision. Pourquoi ai-je tué Abel, alors que le savait mon frère? Ou pourquoi l'ai-je crucifié, celui qui nous offrait le ciel? Et toi, ma sœur, ma bonne Jeanne, pardonne-moi pour ce bûcher. Pardonne-nous, ô bon Huguenot, Occident Saint-Barthélemy. Pourquoi vous ai-je anéantis, vous les Incas, vous les Aztèques? Pourquoi les ai-je exterminés, ceux d'Israël et d'Arménie? Oh, pourquoi toutes ces vies perdent dans le cœur que j'ai reçu? Oui, pourquoi, au nom d'une idée, tout ce sang que j'ai sur les doigts? Oh, pourquoi moi, l'homme incurable, osais-je vous parler d'amour? Oh, pourquoi moi, l'homme incurable, osais-je vous parler d'amour? Voilà.
Ça va vite, hein. Vigilance, oui, alors là, c'est pareil, à notre époque, il faut faire attention à tout. Un monde qui fait peur, au poète authentique s'en vient brutal menteur, mais hélas, fatidique. En dépit de ces cris, s'instaure l'efficace. L'idéal se sent pris en bien rude disgrâce. L'argent roi, le confort, tout ce flux s'accélère. En maintenant le sort, en malmenant le sort des valeurs du trouvère. Il n'est plus de repos. La muse s'échevèle à vivre en ce chaos où le chiffre étincelle. Qui n'est pas bousculé par l'énorme vitesse où font s'écerveler le troupeau pris d'ivresse? Les moissons de demain sans un supplément d'âme laisseront à la fin un brouet bien infâme. Face à de tels dangers, il faudra du courage pour dire aux passagers qu'on risque le naufrage. Mais lutter n'est pas vain. Resserrons la phalange des garants de l'humain quand tout chavire et sombre. Face à ce devenir, pas de dégoût stérile. Entrons dans l'avenir avec d'autres vigiles, des penseurs parsemés, attestant la présence d'hommes vrais, sublimés malgré la contingence. Ouvrons les cœurs, plaidons, pour qu'aujourd'hui n'altère ce que nous défendons, les hommes et la terre. Nos suivants, prenez soin qu'elle reste féconde. La vie a tant besoin d'une attention profonde. Nos suivants, prenez soin qu'elle reste féconde. La vie a tant besoin d'une attention profonde. Vigilance, vigilance. Voilà. Maintenant, l'échelle des valeurs, c'est toujours la société, c'est toujours les sentiments, c'est toujours... Pas mal. Celui-là, c'est un de mes constants, l'échelle des valeurs. On avait mis du temps à la construire, tous ensemble, avec les gens d'antan. On s'était servi de l'expérience des philosophes, des paysans, des braves gens. Elle tenait debout, elle servait beaucoup, l'échelle des valeurs. Elle avait de solides barreaux, faits de respect, de politesse, de famille et de tradition. Taillée dans de bons sentiments, elle aidait bien la société à perdurer et à monter vers un peu plus d'humanité. Oui, mais la voilà renversée par des idées nouvelles, des violences rebelles, par des vents impies, des extrémismes en folie. La voilà méprisée. Mais est-elle brisée? Va-t-on devoir vivre dans ce monde à l'envers, parmi des esprits de travers? Non, non, nous allons la ramasser, la redresser, car demain aura besoin d'hier, aura besoin de nous, car nous n'étions pas fous, elle tenait debout, on s'en servait beaucoup de notre échelle des valeurs. Voilà. Voilà. On va passer moins sérieux, je vais vous emmener un petit peu au jardin. Dans la nature, on va aller un petit peu dans la nature. C'est tout à fait un autre recueil. Hein. À mon jardin. Ah, ça... Et... Non, il n'est pas envers celui-là, mais enfin, c'est pareil. Mon jardin n'a rien à voir avec Versailles, ou Tivoli, ou bien Grenade. Pareil à ceux de Babylone, je l'ai mêmement suspendu entre la terre et le soleil. Non, plutôt, ces arpents d'Éden, je les enfouis au fond de moi pour en profiter où que j'aille. Une muse ou le vent, qu'en sais-je, un jour que m'étouffait l'hiver, m'a fait cadeau d'un perce-neige. Pour ne pas manquer le printemps, j'ai demandé aux campanules qu'attend leur cloche carillonne. Pour ne plus attendre longtemps le retour des belles saisons, j'ai semé beaucoup d'impatience. Pour l'embellir de pureté, les données d'une vigne vierge, tout près d'un arbre de Judée. Et j'ai arraché la misère et des brouettés de soucis pour que mes saules ne pleurent plus. Dans mon jardin, j'y viens souvent, à genoux, écouter les fleurs, leur jalousie, leurs états d'âme. Dans mon jardin, aucun ennui. Pour pascaler, je des pensées, et pour danser, des capucines. Peser feuiller la marguerite auprès de mes belles de nuit, et savourer l'amour en cage. Dans mon jardin, si quelque soir, en musardant, j'en aperçois, je cueille tous les vers luisants, demain posés sur une page, et deviendront des papillons, des rimes qui s'envoleront.
Hein, tout ça, parce qu'un jour lointain, j'ai ramassé, sans rien prévoir, un tout jeune œillet de poète. Alors, on continue, on est toujours au jardin. Il se passe des tas de choses dans un jardin. Il y a des fois une idylle au jardin. Eh oui, ça arrive, ça arrive. Celui-ci, il est en vert. Oui, oui, idylle au jardin. Sur un pétale vermillon, vient d'atterrir un papillon. Mes compliments, mademoiselle. Et le voilà prodiguant zèle, à la fleur un instant surprise, mais qui chavire sous l'emprise du séducteur dont la parole vend de sa robe et sa corolle. Insinuant qu'en tel calice, l'avenir serait un délice. Ah. Elle pensait, n'est-il volage? Pour convoler a-t-il bien l'âge? Lui songeait, pourvu qu'elle veuille, m'accorderez-vous votre feuille? Pour le meilleur et pour le pire, répondez-moi par un sourire. Beau prince ailé, fougueux amant, vous me mettez au firmament, mais savez-vous que peu ne dure mon éclat qu'a pris me froidure? Mais l'amour, quand il a envie, ne sait que se griser de vie. Un long baiser de doux pollen, c'est là les vœux d'un proche humain. Diligente, émue, une abeille, que cette aventure émerveille, la colporte et la dissémine, en tout pistil, tout étamine. Alors les fleurs tout alentour, devant ce beau début d'amour, vont se rendre en hâte à l'église, qu'un ange appliqué fleur de lys. Elle, sous traîne de rosée, que l'aube tôt lui a posé, s'en va consentir pour toujours d'épouser ce corps de velours, scellé, dont l'habit tout poudroie, lui offrir ses lèvres de soie. Qui était le plus beau des deux? L'affirmer serait hasardeux. Un prêtre n'ayant pu venir, c'est Vénus qui va les unir. Acceptez-vous? Mais leurs mains tremblent, ils dirent oui tous deux ensemble. Ce fut un bel instant de charme. La pluie en versa une larme, ainsi que moi le baladin, qui les voyait dans mon jardin. Vous entendez bien? Il y a personne qui s'endort, non, ça? Alors là, c'est la fête de la nature. C'est peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Enfin, c'est souvent la fête de la nature. Alors c'est pareil, on est toujours dehors. Hein. Oui, encore en vert, toujours en vert. La nature est en émoi, comme en fête. Raconte-nous donc pourquoi, toi, poète, ce qu'elle invite aujourd'hui, faune et flore, à danser, chasser l'ennui dès l'aurore. D'ailleurs, déjà dans les bois, tout un monde se rassemble et j'aperçois une ronde de joyeux groupes d'amis, sa famille, à qui la rosée a mis sa mantille, qui fait briller leurs couleurs matinales, rendant ainsi chaque fleur virginale. Sous le tam-tam des grillons frénétiques sont venus des papillons romantiques, les guêpes en fuseau noir élégantes, les fourmis en long couloir très fringantes, des corbeaux en bel habit que de pie, et les gens de même acabit qui pipient. Mais qui vient d'ouvrir le bal? Une rose, suivant le cérémonial, qui s'impose, suivie du gentil bleuet qui réclame, ou du vieux temps un menuet qu'on acclame. Un bégonia cramoisi, fort timide, attend l'instant bien choisi, se décide. Le lidageau, le bouffon, le trouvait, et séduit par ses pompons, prime vert. À son tour, on voit l'iris, la tulipe, s'embrasser tant ce daphnis l'émancipe. Même chose avec l'œillet, Capucine a dit oui tant ce coquet la fascine. Énamouré le glaïeul aussi vite, emmène en un recoin seul Marguerite. Mais puis voit nos mimosas qui la pressent au galant qui proposa à 16. Hein? Un chardon bleu s'est fâché car le lierre s'était déjà attaché, sans manière. Le myosotis pourrait un poète, ne m'oublie pas s'il te plaît ma violette. Puis la cigale a chanté sa romance, vantant les joies de l'été, comme on pense. Quoi, le bar a manqué d'eau? Oh, les ivrognes, il fallait voir au flambeau voir leur trône. Il fallait les voir fléchis sur leurs tiges, les pétales défraîchis sans prestige. Mais s'en va bientôt la nuit, noire, immense, annoncer la fin du bruit de la danse. Allez, suivez mon conseil, plus d'intrigue, il faut mener au sommeil vos fatigues. Au revoir et grand merci, dame grande, à murmurer le souci pour l'offrande.
mais qui s'en vient en retard à cette heure. L'escargot suant hagard et tu pleures. Ah, c'est fini mon doux pauvret des l'hôtesse. À l'an prochain, soyez prêts, en vitesse. Nature eut grand mal au cœur, à la tête, quand s'est ému le bonheur de sa fête. Enfin, maintenant, nous partons en montagne. J'ai traité tous les sujets, hein, dans mon fin là-bas. Vous avez peut-être eu la chance un jour d'aller en haute montagne et de voir naître une source. C'est toujours un moment délicat et agréable, magnifique. Ça m'est arrivé dans les Alpes, et alors, automatiquement j'en ai fait un petit poème. Pureté, c'est très beau. Il est court, mais du front rocheux d'une montagne, entre deux fleurs et trois cailloux, j'ai vu naître un serpent liquide, un ruf fragile, un train de perles. J'ai voulu le mettre à mon cou, car l'eau naissante est un bijou, mais de ma paume il s'est sauvé, comme du cristal apeuré. Lors je lui ai donné mes doigts, à caresser de sa fraîcheur, tout en dégustant l'allégro que m'offrait son doux clapotis. Puis je l'ai regardé partir, dans son lit qui n'était pas fait, sauter l'obstacle d'un brin d'herbe qui barrait sa première fougue, et cet élan de gazouillis, ce vrif argent, ce vert fluide, a bientôt filé disparu dans une ride de la terre. Du front rocheux d'une montagne, entre deux fleurs et trois cailloux, j'ai vu naître la pureté s'en allant affronter le monde. C'est regardeur, ça. Donc j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes dans la salle, hein. Il y a beaucoup de femmes dans la salle. Il y a beaucoup de femmes. Encore. Hein? Comme il y a beaucoup de femmes, j'aurais fait un hommage. Ça s'imposait. Hein. Pour vous, les femmes, pour nous, les hommes, vous rendre hommage est un devoir, tant nous vous sommes redevables. Et d'être d'abord votre enfant, conçu, porté, bien protégé par votre attention maternelle, pendant le temps de notre enfance, et même après, et jusqu'au bout. Et puis il y a vos printemps, vos fraîcheurs, vos sourires, les envies, les baisers, les délires. Alors bientôt la vie est deux, même chemin, même joie dans nos yeux. Qu'il est plaisant de vous regarder vivre dans vos combats pour être belle, ou de vous découvrir aussi forte que nous quand la vie le demande. Souvent fleurs bleues dans vos besoins de romantisme, fines mouches aussi pour dénoncer notre machisme, toujours aussi les pieds sur terre, car vous savez tout faire en infatigables fourmis. Aux femmes attachantes, dotées de tant de charme, vous devez nous trouver parfois insuffisants. Nous devons très souvent décevoir votre attente, bien qu'au fond, notre appui est chose qui vous tente. Enfin, ne changez rien à votre façon d'être. Vous nous plaisez ainsi, et nous épinglons votre image sur tous les murs de notre cœur. Bon, alors maintenant, on arrive déjà un petit peu dans l'humour, mais ça a été plus vite que prévu. Hein. Figurez-vous que c'est un roman d'amour, mais ce n'est pas Roméo et Juliette, ce n'est pas les Tristan et Isolde, avec 240 pages. Non, il y a simplement 24 lignes, ça suffit. C'est peut-être le plus petit roman d'amour. Gare à l'amour, ça se passe dans une gare. Vous avez déjà vu dans des grandes gares à Paris ou ailleurs, le soir il y a la bousculade, c'est la grandeur d'affluence, chacun cherche son quai, et puis on se bouscule, et puis voilà. Alors voilà, c'est ce qui arrive. Voilà. Le hasard ou le destin? Toujours est-il qu'un matin, ça se passe quelque part, tout près d'un quai de départ. Excusez-moi, madame, oh mon Dieu. Heurtin, oh, ce n'est rien du tout, monsieur. Un doux regard, un sourire. Jusqu'ici, rien à écrire. Puis un peut-être, un sans doute. Nous voilà sur même route. Vous prendrez bien quelque chose. La voilà devant en rose. Les voilà dépassant l'heure, tant ils l'amusent les fleurs. Train raté. Quelle importance en pareille circonstance. À bientôt, main dans la main. Oh, si vous pouviez, demain. La suite après, vite atteinte,
quelques baisers, une étreinte, 2 billets, une valise, et bientôt là-bas, Venise. Et alors, résultat, on est assez content de la vie quand même, hein. Il y a des bons moments. Il y a des bons moments. Alors là, c'est assez amusant, c'est tout à fait traité autrement. J'ai appelé ça bien faite la vie. Ce sont toutes les étapes de la vie. En 2 lignes, hein. Chaque fois 2 lignes. Où vas-tu, mon jeune enfant? Ben, vers grandir, être savant. Et toi, bel adolescent? Vers l'amour, m'appétissant. Où tu vas, monsieur 30 ans? Oh, moi, je cours après l'argent. Que cherches-tu, 40 ans? Tout un choix de restaurant. Où cours-tu, quinquagénaire? Retrouver ma secrétaire. À 60 ans, mes seigneurs, nous courons vers les honneurs. Hein? Dites-nous, vous, au grand âge, sagesse est notre apanage. Hein? Ou allons-nous tous après, attendre au pied d'un cyprès, qu'on nous pèse un peu notre âme, là, monsieur, ici, madame? Puis après, c'est mérité, la benoîte éternité. La vie, au fond, fut bien faite, vous voyez, chaque âge, j'ai trouvé sa fête. Ah oui. Alors je termine aussi sur ce thème un petit peu là. Alors j'ai mis, qu'on veuille bien m'excuser d'emprunter à M. Jean d'Ormesson le titre d'un de ses derniers ouvrages, qui s'appelait « C'était bien ». C'est une phrase courante, on l'emploie souvent. Et je l'ai reprise parce que ça s'imposait pour moi. Un petit constat de la vie, un bilan. Quand le soir descend sur notre âge, que se réfrènent nos élans, l'esprit s'adonne au feuilletage du passé, il fait ses bilans. Cette vie qui fut un passage, que m'a-t-elle apporté vraiment? Je repense à tout ce brassage de jours, à ce défilement de gris, de rose, cet héritage de bons ou de foutus moments. Cependant, un net avantage, aux joies beaucoup plus qu'aux tourments. Bien sûr, j'ai vu souffrir les hommes, tous les maux de l'humanité. Oui, mais malgré ces tristes sommes, j'ai vu de la fraternité, de l'amour et des gens qui s'aiment. J'ai noté qu'en ouvrant les yeux, notre terre et nature essaiment de la beauté, du merveilleux, de l'humain, de bonne facture, qui redonne à la vie du prix. Vivre au fond est une aventure, et pour le cœur et pour l'esprit. Alors j'ai bien envie d'écrire, de conclure en sagotérien, que la vie mérite un sourire. Oui, tout pesait, oui, c'était bien. Alors maintenant, c'est un petit peu de folie maintenant. Alors nous arrivons dans l'humour. Hein. Alors là, il va falloir que vous retombiez en enfance. Parce que j'ai écrit ça pour des jeunes enfants. Hein, je ne sais pas, n'importe quel âge, très jeune. Hein. Alors vous, c'est pareil, il faudrait que vous retrouviez votre âme de jeunesse. Parce que là, et puis vous pensez un peu à Walt Disney. C'est un petit monde à la Walt Disney. Hein. Le petit train de Trifouillis. Oui, déjà le nom. Hein. Le petit train de Trifouillis. Tout rose et bleu, fringant, très chouette. Par vos forêts taillies, s'en va d'ici pour cacahuètes. Il ne sait pas où ça se trouve, mais comme il en rêve, il y va. L'important, c'est ce qu'on éprouve quand on part un peu de chez soi. Il fume comme un chocolat. Dans les côtes, il siffle 3 fois. Mais il stoppe s'il sent du lait, le train de trifouiller les oies. Il est en batifolé dans la campagne entre les gares, avec les vaches rugalées, que presque toujours il s'égare, d'autant qu'il a peur des tunnels. Alors quand il en aperçoit, il fait comme les sauterelles, il passe au-dessus chaque fois. Comme elle a horreur du charbon, sa loco stop à nougatine, pour se recharger en bonbons, quand Astafan elle élimine. Parfois il emmène un canard, un escargot, 3 coccinelles, mais comme il est assez traînard, et qu'il n'en voit pas de nouvelles, on le croit perdu corps et bien. Et chacun cherche et se demande. Mais ça, c'est quand il suit les chiens à travers des champs de lavande. Mais l'autre jour, il a failli, quand il a la tête un peu folle, le petit train de Trifouillis, partir en l'air avec les hommes. Il regardait des alouettes. Hein, et ça le tentait fortement de voir de telles pirouettes qu'il a voulu en faire autant.
Il est parti dans les nuages. Il paraîtrait, c'est ce qu'on dit, hein, qu'il a trouvé le bon voyage, celui qui mène au paradis, le petit train de Tréfouille. Bon, alors maintenant, ah oui, alors maintenant, voilà les vrais textes humoristiques. Hein. On est dans les temps, ça va. Et là, ce sont plutôt des sketchs, ce sont des conversations. Là, il y a deux personnes qui bavardent. Je voudrais vous parler de mon fils. On en revient. Il paraissait à voir, hein. Et ça s'appelle comment? Attendez, je l'ai au bout de la langue. Ça va me revenir. Non, bon, je vous le dirai tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce moment, la mémoire. Et quand je pense que Picasso affirmait « Je ne cherche pas, je trouve », je me dis qu'il avait bien de la chance, car en ce qui me concerne, je suis plus souvent à chercher qu'à trouver. Où ai-je rangé ce papier, cette lettre, mes clés, mes lunettes? Je les avais pourtant posées là. À d'autres moments, je me retrouve en train de chercher, et je ne me souviens même plus de ce que je cherche. J'ai pourtant fait un nœud à mon mouchoir. Mais à propos de quoi? Alors, Descartes aurait dû plutôt énoncer « Je pense donc je cherche ». Cherchez, vous trouverez, nous dit la Bible. Elle a peut-être raison, mais en fait, comment se nomme ce monsieur que j'ai croisé plus récemment? Impossible de remettre un nom sur son visage. Essayons toutes les lettres de l'alphabet. C'était où? C'était quand? L'autre jeudi ou bien dimanche? Ah, oui, je sèche lamentablement. Je suis comme Jeanne Moreau, j'ai la mémoire qui flanche. Ah, on rassurait. Je croyais être le seul à perdre autant de dates, de lieux, de personnages. Au fait, hier soir, j'ai pas pu regarder le film sur la une. C'était quoi? Le titre? Ben, j'ai oublié. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce polar était interprété par celui, vous savez, l'Américain, celui qui joue dans... Et je vois que nous pouvons nous serrer la main. Nous semblons forts, cher ami. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille au CNRS. Je suis chercheur. Oui. Alors celui-là, il faut une explication. Quand je suis arrivé à Lens, il y a 30 ans, à peu près, il y avait déjà des gens qui se rassemblaient pour discuter poésie, etc., écrire. Et puis, moi, j'étais encore un jeune retraité, j'avais 57 ans. Et toutes les personnes qui étaient là, on avait, je sais pas, 70, 75, elles me semblaient très âgées. Et elles étaient tristes, il y avait beaucoup de femmes seules, il y avait des veuves, il y avait un peu de tout. J'étais triste d'avoir cet âge-là. Alors ça m'a fait mal au cœur. Je suis rentré chez moi, je me dis, il faut que j'écrive quelque chose. Il faut que je remonte le moral. Alors j'ai écrit ça. Donc ça, c'est un gros travail, hein. Vous allez voir. Bavardage. Bavard, apostrophe, âge. C'est-à-dire que je vais bavarder sur l'âge. J'allais vous demander votre âge, comme ça, machinalement, bêtement, comme si cela avait quelque importance. Car l'âge, c'est comme l'heure. C'est un renseignement très provisoire, puisqu'il change tout le temps. Alors pourquoi prendre en considération une notion aussi vague et qui n'explique que bien peu de choses? L'âge ne dit pas la jeunesse du cœur, la profondeur de vos sentiments ou l'étendue de votre folie. L'âge, c'est la croûte qui cache la nuit, l'écorce qui se tait sur le nombre d'années. Oui, l'âge n'est qu'une façade bien opaque. On ne voit pas à l'intérieur. Alors pourquoi dater les hommes? D'ailleurs, il y en a qui naissent déjà vieux. Il y a des vieillards qui meurent encore avec un esprit jeune. Il y en a qui ne meurent qu'à peine. Si. Regardez les grands hommes. Ils dépassent leur âge avec leur cigare. Là, à vrai dire, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, comment savoir si à tel âge, vous avez dépassé l'âge tendre ou l'âge ingrat? Si à l'âge mûr, vous avez bien l'âge adulte. Si l'âge critique ne se situe pas vers l'âge d'or. Comment s'y retrouver? Connaître votre âge, c'est tenir du vent, du sein. D'ailleurs, à partir d'un certain âge. Mais lequel? On ne peut plus vous donner d'âge. On reste ainsi entre deux âges. Vous voyez, l'âge, ça n'a vraiment pas d'importance. Hein. Ce sont des chiffres, des étiquettes, qui se décollent très vite. On en reprend une autre dans le calendrier, et la mémoire l'emporte avec les autres. Ça va, ça vient, ça tourne en rond. On peut ainsi revenir au départ. Mais si, tenez, un printemps qui renaît,
un ami qu'on retrouve, un nouvel amour soudain. Et là, je retourne à sa première fraîcheur. Au fond, on n'a pas d'âge vraiment. On a un cœur qui vagabonde et qui oublie toujours son âge. Au fond, on a un âge qu'on ignore, à part celui qu'on nous a dit qui demeure à la mairie. Alors je ne demanderai plus jamais votre âge. D'ailleurs, vous n'avez pas à vous en préoccuper non plus. Hein. Si vous vous en souvenez, oubliez-le. L'âge, c'est tellement sans importance. Voilà, un autre, encore un peu le thème de tout à l'heure. Ah oui. Bon, alors là, c'est... Oui, c'est tout. J'étais en train de me terminer lentement. J'entendais parler de layette. Alors j'ai demandé à mes parents, je sors quand? Ils m'ont répondu, pas avant la fin des 9 mois. Attends. Une fois arrivé, j'avais une soif terrible de biberon. Je braillais, mais toujours on me répondait, patience, attends, je te le chauffe mon chéri, attends. Un peu plus tard, j'ai passé beaucoup de temps à attendre le Père Noël. Hein. Ouais. Et après, on s'habitue un peu. On attend d'entrer à la maternelle, à la grande école. On attend la récréation. On attend que les parents viennent nous chercher. On grandit, mais pas très vite. Alors on attend d'être plus vieux pour être comme les grands. On étudie, et on attend que tout ça nous rentre dans la tête. On attend le résultat des examens. On attend la petite copine ou le prince charmant. Après quoi, on attend la première fois. On attend dans la vie de trouver du travail. On a envoyé des CV partout. Alors on attend une réponse. On attend le facteur. Enfin en place, on attend une promotion. On attend la pause. On attend la paye. On attend la fin de la semaine pour refaire le plein dans les grandes surfaces. Le caddie rempli, on attend aux caisses. On attend de partir en week-end. Hélas, on attend dans les embouteillages. On attend au péage. On attend les vacances. On attend de savoir le temps qu'il va faire. Ah. Si nous attendons que ça s'arrange dans le monde, on risquons d'attendre longtemps. Alors on attend simplement que la vie continue comme ça, tous les ans, pas très enthousiasmés, on attend avant de remplir nos feuilles d'impôt. Ça nous rend souvent malades. Alors on attend le docteur. On attend de savoir ce qu'on a. On attend que ça se passe. On attend de savoir ce que les enfants vont devenir. On attend la retraite. Inoccupé, on attend l'heure de se mettre à table. On attend notre émission préférée et la fin de la publicité. On attend que nos matines ne nous fassent plus souffrir. Ah, on attend l'infirmière et sa piqûre. On attend aussi les enfants qui ne viennent plus très souvent. On attend de se coucher et de s'endormir pour ne plus penser à ce qui nous attend. La chose arrivée, on se croit tranquille, mais non! Il faut encore attendre devant la porte de Saint-Pierre. On s'énerve, mais qu'est-ce qu'on attend encore? Tout doux. Vous devez attendre votre jugement dernier sans vous impatienter. Vous n'êtes pas tout seul. Attendez. Oh, décidément, que ce soit avant, pendant ou après, nous passons la moitié de notre temps à attendre. Bon, c'est bientôt fini, hein? Oh là là, ça va vite. Bon, je crois qu'en ce moment, vous entendez tous parler des Chinois, on en parle à tout propos, hein. Les Chinois, alors j'ai fait quelque chose de très court. J'ai fait ça en une demi-heure. Rappelez qu'Alain Perfit avait écrit que la Chine s'éveillera, hein, très important. Et maintenant, elle est éveillée. Hein. Alors là, faut le dire autrement, là. Les Chinois, ils sont partout, d'en ont fabriqué beaucoup. Et maintenant, où qu'on l'on aille, il y en a en pagaille. Si tu rentres à Notre-Dame, ou n'importe où à Paname, il y en a autant qu'à Pékin, yeux bridés et cheveux bruns. Si tu achètes quelque chose, n'importe où, n'importe quoi, tu attrapes la sinistro, c'est toujours made in chinois. Il y a aussi les Japonais, à quoi on les reconnaît, à leur appareil photo, et les femmes à leur chapeau. Il y aura bientôt les Hindous, qui sont 20 fois plus que nous, et suivra l'Indonésie et d'autres pays d'Asie. Pas besoin de payer cher pour aller voir leurs bobines. Ils arrivent à plein charter. Dans 10 ans, tu t'imagines. Faudra parler mandarin. À vous parler d'un pétrin. C'était mieux mis le sabot quand la Chine ne remet encore. Bon, ben j'ai bientôt fini. Hein. Alors là, c'est un autre, tout à fait un autre genre. Là, il n'y a plus de vers, il n'y a plus de rime, il n'y a plus de... C'est court, mais c'est la chute qui compte. C'est des tout petits poèmes.
Et puis, la dernière phrase, en principe, elle apporte la clé du poème. Alors là, c'est joli, j'ai trouvé une petite jeune fille. Elle est mineure, je ne sais pas quel âge qu'elle a. Elle rêve, elle a les yeux levés au ciel. Elle rêve. Quand je serai grande. Quand je serai grande. Quand je serai grande, je pourrai faire enfin tout ce que je veux. J'épouserai un garçon merveilleux qui m'emmènera tout autour du monde et qui m'offrira tous les cadeaux que je voudrais, tous les plaisirs que je ne connais pas. Oui, mais que j'imagine déjà quelquefois. Quand je serai grande, je serai plus belle. Je deviendrai riche. J'aurai plein d'enfants, des chats et des chiens, peut-être un château, un très beau bateau. Quand je serai grande, maman me l'a dit, il faudra que je sois un peu moins gourmande. Et là, il y a... Oui, ça c'est la main. Oui, enfin, je peux dire parce que là, je parle de temps. L'amour. C'était bien la première fois que je la voyais dans ma rue, blonde poupée, 30 minutes. Le lendemain, à la même heure, aussi jolie, même tenue, un pas léger, une frimousse, à vous empêcher de dormir. Où allait-elle sans me voir? Ah, j'y ai pensé jusqu'au soir. Et puis un jour, juste un regard, qui ressemblait à un sourire. Ah, j'ai senti la terre basculer, j'aurais embrassé mon facteur. Alors des ailes m'ont poussé, et me prenant pour Cupidon, le lendemain les retrouver pour lui parler de l'avenir. Alors ce fut comme la foudre. Vous allez rester bouche bée. Nous venons d'avoir un bébé. Et alors là, oui, on peut dire ça. Je vais en ajouter d'autres, puisque là on a du temps. Allez à l'école. Je suis allé longtemps à l'école. J'aimais mieux les récréations que d'apprendre des fractions. Mais le maître était gentil, connaissait Charlemagne, Jeanne d'Arc, Napoléon. Plus tard, ce fut le lycée, plein de choses à entasser. Mais ma mémoire aimait bien. Elle rêvait d'aller plus loin. C'est alors que j'ai connu, là encore je m'extasie, une fille qui m'a dit « Moi je suis la poésie ». Alors depuis je la fréquente, même la nuit, et même la nuit quelquefois, nous vivons la même entente. Je le brame au fond des bois. Vous voyez comme il est bon d'aller beaucoup à l'école. On peut attraper un don qui fait que l'esprit s'envole. Ah. Mais ça, c'est plus humain, j'aime bien ces deux-là. C'est de ça dont on a besoin. Dans la foule, il y a des gens qui s'ennuient fort, assurément. À ceux qui ont des regards tristes, l'air un peu las, les pas très longs, il faudrait offrir un sourire, s'en approcher, sans trop rien dire. Peut-être alors qu'en peu de temps, leur visage pourrait s'ouvrir. Ils finiraient par nous parler, et nous par bien les écouter, pour décrypter leur inquiétude, pour alléger leur solitude, les laisser expliquer pourquoi ils sont ainsi moral en berne. C'est un devoir qui nous concerne. Tiens, j'en vois un là-bas qui traîne. Il doit souffrir d'être trop seul. Allez, j'y vais. Oui, je l'invite. Regardez-nous tous deux assis, à bavarder au bar du coin. C'est de tout ça qu'on a besoin. Et voilà encore, peut-être le dernier, il est très court. Oh. Mais enfin, je vais terminer par celui-là. J'en ai encore un autre. Peut-être pas aussi bien que les autres, mais ça fait rien. C'est amusant. Enfin, j'ai eu du plaisir à l'écrire. J'aurais dû m'y prendre plus tôt. Ouais, j'aurais dû m'y prendre plus tôt. Ma chienne et mon chat, ma chèvre et mon âne ont le même âge. Ils sont nés à très peu d'intervalle. Élevés ensemble, ils se sont acceptés au-delà du prévu. Ma chienne dort avec la chatte entre ses pattes. Ma chèvre broute avec mon âne. Ils ne se quittent plus. Pourtant, aucun n'a le même langage. Ça ne fait rien. L'affection leur sert davantage. Miaou, miaou, dit la minette. Ouah, 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 répond le chien. Bébé, dit la chevrette. Ayant et ombre son copain. Avec ça, chacun se comprend. Les animaux, ça nous surprend. Hein. Tous les quatre m'ont pris de vitesse. J'aurais dû m'y prendre plus tôt, car j'avais l'intention de leur apprendre l'espéranto. Et alors, je vais essayer de... Oui, j'en ai d'autres, remarquez, j'en ai emmené d'autres. Hein. Mais c'est ça qui compte.
Imaginez bien la scène, il est très court, mais il est profond. Il vivait là-bas dans une île, un peu perdu dans l'océan, beaucoup de vent, peu d'habitants. Il rêvait d'un grand continent. Un jour, il a pris le bateau et s'est retrouvé dans la foule des grands immeubles et des autos, du vacarme et des sans-boulot. Il n'a pas aimé ce genre de vie, où l'homme n'est qu'un numéro, un mal reçu, un type en trop. Alors il a repris son bateau, s'est retrouvé avec les siens, qu'il attendait, qu'il aimait bien. Très vite, il a guéri sa peine, avec de la chaleur humaine. Et oui, oui, c'est ça qui compte, voilà pourquoi je le raconte. Très vite, il a guéri sa peine, avec de la chaleur humaine. C'est de ça qu'on a tous besoin, de la chaleur humaine.